Alors, bonjour à tout le monde. Pour me présenter, mon nom est Marvin Rassel, je suis le coordinateur de la marque SBIO. Dans ce webinaire d'aujourd'hui, on va en fait traiter le sujet comment recharger sa voiture à domicile, ça veut dire maison unifamiliale ou aussi résidence. Je vous prie aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez en haut une rubrique qui s'appelle Questions and Answers ou questions-réponses, donc vous pouvez inscrire vos demandes là-dedans et puis on va les répondre par la suite. Alors, pour vous dire qui est SBIO exactement, qu'est-ce qu'on fait chez nous dans la marque. En fait, la marque a été créée en 2020 et SBIO est en fait un expert dans tout ce qui est solutions de recherche dans le domaine privé et professionnel, c'est-à-dire aussi pour les entreprises. Jusqu'à présent, on a fait dans le domaine privé plus de 700 installations dans des maisons ou dans des résidences. On est aussi un opérateur de bornes, ça veut dire on a nos propres bornes qui sont dans un réseau public, un peu comme les chargis. Et on a aussi notre propre carte de recharge avec laquelle vous pouvez charger sur les bornes publiques au Luxembourg et à travers de l'Europe. Le webinaire d'aujourd'hui, il consiste en fait d'une introduction, ça veut dire on va un peu présenter des informations de base sur l'électromobilité, ça veut dire qu'est-ce que sont les nombres d'immatriculation, qu'est-ce qui existe comme mode de propulsion. Après, on va voir une fois les modes de chargement, ça veut dire comment on peut charger une voiture électrique. Naturellement aussi des subsides étatiques et par la suite les fonctionnalités d'une borne, qu'est-ce qui est une gestion de recharge et pour conclure le tout, on va terminer avec les solutions que SBIO propose pour les installations ou aussi dans le domaine chargement public. Si on regarde une fois les nombres d'immatriculations au Luxembourg de voitures électrifiées, vous allez voir en fait en 2019, les voitures full électriques, on était à 1,8% de voitures nouvelles immatriculées et 1,7% pour les plug-in hybrides, ce qui fait en tout un total de 3% de voitures électrifiées qui étaient immatriculées dans l'année 2019. Si on regarde ceci maintenant en 2021, on voit qu'en full électrique, on était à 10,5% nouvelles immatriculées et en plug-in hybride, 10%, ce qui fait un total de 20% des immatriculations étaient des voitures électrifiées dans l'année 2021. Pour l'année 2022, on était à 15% des nouvelles immatriculées qui étaient full électriques. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a vraiment une croissance dans les voitures électrifiées dans le marché et que ça prend de plus en plus d'ampleur et que aussi les gens auront besoin des solutions de recharge pour leur maison. Continuons peut-être en regardant qu'est-ce qui existe en fait comme type de motorisation sur le marché. Ça veut dire on a les 4 types pour le moment, c'est la ICE, HEV et PHEV. Si on commence avec la ICE, c'est Internal Combustion Engine. Ça, c'est la voiture classique, la voiture diesel ou essence. Je pense que là, je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup comment ça fonctionne. Je pense que vous avez certainement utilisé ça déjà assez les dernières années. Puis, on a la HEV, la Hybrid Electric Vehicle. Ce sont les hybrides classiques qui ont une capacité de batterie dans les alentours de 5 kWh. C'est une batterie qui est intégrée dans la voiture, qui n'a pas besoin d'être rechargée via le secteur. Celle-ci permet en fait d'avoir des réductions de consommation jusqu'à 30% sur 100 km. Mais cette batterie ici consiste plutôt à une aide électrique, ça veut dire pour une aide dans la montée afin de réduire un peu la consommation. Et aussi le choix des modèles sur le marché sont aussi très limités, ça veut dire on a uniquement 4-5 marques qui proposent quelques modèles dans ce genre. Par la suite, là où on commence à venir dans le but de ce webinaire, ça veut dire on a la plug-in hybride. Ça, c'est une voiture qui a une capacité de batterie dans les alentours de 15 kWh. Ici, ce modèle-ci permet de faire des distances jusqu'à 50 km en full électrique. Et aussi, si on le met dans le mode hybride ou si on fait les trajets en électrique, on peut réduire la consommation jusqu'à 2 litres sur 100 km. Voilà. Par
Par contre, ici, la chose, c'est avec une plug-in hybride, il faut faire des recharges très fréquentes. Vu qu'on a juste, disons, 50 km de distance en full électrique, le trajet moyen d'un luxembourgeois est dans les alentours de 40 km, ça veut dire tous les soirs, ou même si on arrive au travail, il faudra brancher la voiture pour la recharger pour de nouveau faire ces distances en électrique. Et aussi, la consommation des voitures, elle est quand même très élevée. Si on roule, par exemple, maintenant en ville avec une voiture, avec une batterie qui est vide et quand on prend juste encore la route en essence. À côté, on a la BEV. Ça, c'est la Battery Electric Vehicle. C'est la voiture full électrique. Et là, on parle des capacités qui commencent de 20 jusqu'à 110 kWh de batterie. Ça veut dire, pour vous donner une idée, 20 kWh, c'est une Smart EQ. Et 110, on est chez une Mercedes EQS. Ça veut dire, ça, c'est la voiture avec la plus grande batterie sur le marché pour le moment. Point positif d'une BEV, c'est voilà, pas d'émissions CO2 locales et frais de fonctionnement aussi très faibles. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire de changement d'huile ou les révisions comme elles sont connues chez une voiture ICE, c'est-à-dire la voiture essence ou diesel classique. Peut-être un peu le point négatif pour le moment encore, c'est que les voitures elles sont assez chères à l'achat, mais là aussi, on a des subsides étatiques qui vont jusqu'à 8 000 euros pour pouvoir amortiser cette différence. Quand on regarde maintenant avec la plug-in hybride et la voiture électrique, qu'est-ce que sont les modes de chargement? Comment peut-on charger une voiture électrique? Ça veut dire, de toute façon, on a la règle qu'on ne peut juste enregistrer du courant dans une batterie avec du courant continu. C'est-à-dire, si on charge en courant alternatif, il faut avoir une transformation en courant continu pour l'enregistrer dans la batterie. C'est en fait sur ici, en bas, sur ce tableau, vous voyez bien, si on installe une borne, le réseau, il est toujours en courant alternatif. Ça veut dire aussi votre prix Schuko à la maison ou votre installation un peu à la maison est toujours en courant alternatif. Ce qui fait que si on installe une wallbox chez vous dans le garage, il y aura du courant alternatif qui arrivera dans la wallbox, qui va être remis dans la voiture. Et c'est dans la voiture même, comme vous voyez ici, elle a en fait un transformateur qui transforme le courant alternatif en courant continu. C'est-à-dire cette composante ici, on appelle ça le on-board charger. C'est une pièce qui est intégrée dans la voiture et qui permet alors d'enregistrer par la suite le courant dans votre batterie. Il faudra juste faire attention. Par exemple, chez les plug-in hybrides, ce on-board charger il a une capacité maximale en moyenne de 7,2 kW qui peut transformer du courant alternatif en courant continu. Ce qui fait que même si vous avez une bande qui peut donner 11 ou 22 kW, vous n'arriverez jamais à charger plus vite que 7,2 kW à cause de ce on-board charger qui est limité. Chez les voitures full électriques, en moyenne, ce on-board charger il a une capacité de 11 kW ou même dans le segment premium, on peut même atteindre 22 kW. Ça veut dire que les voitures premium peuvent prendre toute la capacité que la borne peut donner. Puis l'autre mode de chargement qui existe, c'est le chargement en courant continu ou le fast charging, c'est-à-dire c'est un peu les bandes rapides qu'on voit aussi maintenant de plus en plus ici au Luxembourg. Ça veut dire ici, cette transformation, elle est déjà faite dans la bande elle-même. C'est pour ça que ces bandes-là, elles sont beaucoup plus complexes et aussi plus chères dans l'installation, parce qu'elles transforment alors le courant alternatif en courant continu, qui sera tout de suite intégré dans la voiture via d'autres chemins de câbles et tout de suite enregistré dans la voiture. Ça veut dire que la voiture n'a pas besoin de faire une transformation elle-même. Et c'est pour ça, ici, on arrive à atteindre des capacités de 150 jusqu'à 270 kW, ce qui fait que le temps de charge, il est entre 20 à 30 minutes en moyenne pour les voitures. Il faut juste faire attention. La plupart des plug-in hybrides ne savent pas faire du fast charging vu qu'ils n'ont pas le bon connecteur. Ici, dans le fast charging, il faut avoir un connecteur CCS. Et pour faire la charge normale sur une wallbox, c'est le chargement type 2. Si on regarde une fois toutes les alternatives qu'on a pour charger une voiture, sur le tableau ici, vous voyez, vous avez la prise Schuko, la prise industrielle, la borne et le chargeur rapide.
comme on a expliqué maintenant avant, ça veut dire le type de courant pour la prise Schuko, c'est toujours en courant alternatif, avec une prise industrielle aussi, une borne pareille, et sur le fast charging, on charge toujours en courant continu. En termes de puissance, ça veut dire qu'est-ce qui peut être délivré en capacité maximale. Ça veut dire pour une prise Schuko, on est toujours dans les alentours de 2,3 kW. Ce qui fait, si vous avez une voiture full électrique qui a alors une batterie de capacité de 60 kW, ça va vous prendre dans les 30 heures pour charger la voiture de 0 à 100. Et naturellement, chargement via une prise Schuko n'est pas subventionné par l'État. Et ici, vous voyez encore une fois en termes de heures, combien ça va vous prendre si vous avez par exemple une voiture avec une batterie de 50 kWh. Prise industrielle, ça veut dire que ce sont ceux qui peuvent aller jusqu'à 22 kW. Elles ne sont pas subventionnées par l'État. Et le temps de charge d'une voiture, elle est 5h30 pour le chargement d'une voiture de 50 kWh. Il faut dire les deux alternatives ici sont pas les plus recommandées, surtout la prise Schuko. Premièrement, vous avez le temps, mais aussi deuxièmement, mécaniquement et aussi en termes de sécurité, les prises ne sont pas faites pour être dans un chargement pendant plusieurs heures tous les jours. Même si vous avez une plug-in hybride, évitez de la charger maintenant tous les soirs via une prise Schuko pendant 7 heures parce que ça peut avoir un risque potentiel de feu en fait. Niveau la borne, on est pareil un peu comme la prise industrielle, ça veut dire courant alternatif. Elles peuvent en théorie aller jusqu'à 22 kW. On doit juste les brider à cause des réglementations du gestionnaire de réseau. Mais seule différence, c'est que la borne, elle est subventionnée par l'État, ce qu'on va voir maintenant aussi sur le prochain slide. En termes de temps, on est à 5h30 pour charger une voiture de 50 kW de 0 à 100%. Puis on a le high power charging, c'est-à-dire ça c'est le fast charging, c'est-à-dire ici courant continu. Là, on peut avoir des capacités qui vont jusqu'à 400 kW, si la voiture le permet aussi, bien sûr. Et puis, subventions étatiques, bon, ici c'est non. En fait, maintenant, il y a les subventions des entreprises qui sont arrivées. Ça veut dire, en fait, ils sont aussi maintenant subventionnés. Et niveau temps de charge, on parle de 20 minutes pour un chargement de 0 à 80%. Ceci pour, naturellement, si la voiture elle a une batterie de 50 kWh et si la voiture elle permet de charger au moins 150 kW en chargement continu. Quand on regarde une fois les subsides étatiques pour les personnes privées, ce qui existe, c'est que voilà, on peut avoir des subventions pour les maisons unifamiliales. Ça veut dire si on fait l'installation d'une borne normale, on peut avoir jusqu'à 750 € de subvention. Naturellement, on parle toujours de 50% hors TVA du prix de la borne avec l'installation. Et le plafond, il est 750. Ou bien on installe une borne intelligente dont le plafond il est augmenté jusqu'à 1 200 €. Qu'est-ce qui est maintenant pour l'État une borne normale et qu'est-ce qui est une borne intelligente? En fait, une borne normale pour eux, c'est une borne banale qui charge la voiture, qui n'a pas spécifiquement maintenant trop de fonctionnalités. Et une borne intelligente, c'est celle, comme ici c'est marqué, elle doit avoir la fonctionnalité OCPP 1.6 minimum. Si vous voulez, l'OCPP, c'est une option qui permet que la borne, elle parle via une cloud pour, par exemple, faire un système de tarification derrière. Puis aussi au niveau des résidences, on a aussi des subventions. Ici, par exemple, on n'a même pas le droit d'installer une borne normale. Il faut toujours installer une borne intelligente. Si on fait l'installation d'une borne dans une résidence, vous pouvez bénéficier de jusqu'à 1 200 € de subvention. Si on installe quand même plus que 4 bornes et qu'on les intègre dans un système de gestion de charge, chaque propriétaire peut avoir 1 650 € de subvention pour son installation. En plus des subsides étatiques, vous avez aussi des subsides des communes. Ça veut dire, c'est encore une fois on top. Ici, par exemple, vous avez un petit listing des communes qui nous sont connues, qui donnent des subventions soit pour des voitures électriques ou soit
pour l'installation d'une wallbox. Si on prend par exemple ici maintenant la commune de Lorenzweiler, ceux-ci, ils offrent encore une fois un subside de 150 € en plus de celui de l'État. Ça veut dire, si vous faites maintenant une installation d'une borne intelligente dans votre maison, vous recevez 1 200 €, plus encore une fois 150 € de la commune. C'est pour ça, on recommande toujours à nos clients de peut-être demander à leur commune s'il y a eu un changement ou si eux, ils donnent peut-être une subvention si elles ne sont pas ici marquées sur le listing. Si on parle maintenant des fonctionnalités d'une borne, qu'est-ce que sont les règlements, à quoi il faut faire attention? Comme déjà dit avant, les prises de courant, ça veut dire chargement via une prise Schuko, elles ne sont pas conçues pour supporter une charge permanente ou disons quotidienne. En outre, on a aussi le gestionnaire de réseau qui a des règlements dont il faut faire attention ou qu'il faut respecter pour une installation pour que aussi l'installation de borne soit accordée par lui. Et elle prédit en fait que chaque outil qui a une puissance au-dessus de 4,6 kW en monophasé ou 7 kW en triphasé doivent être déclarés auprès du gestionnaire. Ça veut dire même si vous chargez avec un câble mobile qui se connecte à une prise 380 volts, en fait, vous devez le déclarer chez le gestionnaire du réseau si vous voulez charger votre voiture à la maison. En plus de ceci, les dispositifs doivent tous être connectés au compteur Smarty, ça veut dire c'est votre compteur de courant, via le contact qu'on appelle R2. Ceci permet en fait, si le gestionnaire réseau il voit qu'il y a une surcharge dans votre quartier, il peut envoyer un signal au compteur qui dira à la borne de s'éteindre ou de réduire sa puissance. En termes de fonctionnalité des bornes, pas chaque borne est la même et il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent ou qui n'existent pas sur des bornes. Ici, on vous a mis quelques bullet points, disons, des différentes fonctionnalités qu'on peut trouver chez une borne. Ça veut dire, on a le premier point, c'est l'authentification. Ça veut dire, on peut bloquer une borne et la manipuler de sorte que uniquement une personne destinée peut charger sur la borne. Ça veut dire si vous installez par exemple votre borne à l'extérieur de la maison, vous voulez certainement la bloquer pour que pas le voisin il va se brancher et charge sa voiture à volonté sur votre borne. Les différentes options qui existent, ça veut dire on peut la bloquer soit via une carte RFID, c'est un peu comme une carte de crédit qu'on peut se badger et que la borne elle la reconnaît, ou bien on a un PIN. Chez certaines bornes, on peut aussi lancer la charge via l'application de la borne. Ou bien on a aussi un mode qui va venir de plus en plus, c'est le plug and charge. Ça veut dire là, on connecte sa voiture à la borne et en fait, la borne et la voiture, ils communiquent entre eux et la borne, elle reconnaît votre voiture. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de badger ou quoi que ce soit avant. Puis on a aussi la connectivité d'une borne. Ça veut dire les bornes, on peut aller sur la borne, par exemple, voir les statistiques de recharge. Quelques bornes, elles ont une application où on peut voir ça, ou d'autres bornes, elles ont une interface web, ça veut dire avec son ordinateur, on peut aller sur la borne et puis, comme je dis, lancer la charge ou tirer des reportings, des recharges qui ont été faits en cas où qu'on aimerait donner ceci à l'employé pour avoir un remboursement du courant utilisé à la maison. En termes de sécurité, on a aussi, ça, toutes les bornes, elles doivent l'avoir, c'est un règlement européen. Ça veut dire un capteur de courant de défaut d'essai, ça veut dire pour remarquer ou voir s'il y a du courant continu qui va dans le mauvais sens. Et puis la fonction de délestage. La fonction de délestage, c'est comme expliqué avant, ça c'est le fameux contact R2 de votre compteur à la maison, dont la borne elle est connectée. Ici, soit les bornes, elles permettent de réduire leur capacité. Ça veut dire si, par exemple, le gestionnaire de réseau envoie le signal, la borne, elle réduit sa capacité à 50% et dès que le signal il est enlevé, elle remonte sur 100%. Ou bien aussi, il y a la méthode que si le signal il vient, elle s'éteint complètement et vous ne chargez pas jusqu'à ce que le signal il est de nouveau enlevé du gestionnaire de réseau.
Puis, on a aussi la connexion Internet, ça veut dire les bornes, elles sont toutes connectées, elles peuvent être connectées à Internet, soit via une carte SIM ou via LAN ou la RJ45. On a aussi l'option Wi-Fi, aussi PLC, ça c'est la Powerline Communication, ça c'est un peu comme les gens ils le connaissent, que vous avez pris de votre Fritzbox et vous avez pris un adaptateur que vous avez mis dans votre prise de courant et comme ça, n'importe où dans la maison, vous avez pu vous connecter à la prise de courant et vous avez eu l'Internet de là. Et puis, on a aussi encore l'option Bluetooth. Ça veut dire qu'il y a des bornes qui font une communication via Bluetooth sur le téléphone et ils utilisent votre téléphone pour faire une connexion dans l'Internet. Puis, on a aussi des protocoles de communication. On a le OCPP, le EE-Bus et le Modbus. Qu'est-ce qui est la différence? En fait, l'OCPP, c'est le protocole de communication, comme j'ai déjà dit, qui permet à la borne de communiquer vers une cloud pour faire un système de facturation. Le EE-Bus et le Modbus, ça, c'est des protocoles de communication qui permettent de connecter la borne avec des autres composantes ou machines internes dans votre réseau de maison, comme par exemple les panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que la borne, elle communique via EE-Bus avec vos panneaux pour au mieux faire la répartition des charges ou de l'électricité produite. En plus, il y a aussi des bornes qui ont une gestion de charge ou le load management. Ici, il y a aussi des différences. Il existe un load management statique et dynamique. Ça, c'est plutôt intéressant pour les gens qui habitent dans une résidence. C'est pour ça que je vais venir sur ceci dans le prochain slide. Et puis, on a aussi l'aspect compteur. Ça veut dire pour pouvoir compter l'électricité, il faut un compteur, logiquement. Et là aussi, il y a encore des différences parce qu'il existe de différents types de compteurs qui ont de différentes manières de compter le courant. Premier, c'est par exemple le compteur MID. C'est un compteur qui est certifié européen et en fait, il est certifié parce que la marge de décomptage, elle est vraiment minime chez celui-ci. Ça veut dire que le système vous dit que vous avez chargé 17 kW et en vérité, c'était par exemple 16,9. Ça veut dire une très petite marge. Et puis, il y a des compteurs classe 2, classe 3 ou encore plus mauvais. Là, la marge de décomptage, elle est beaucoup plus haute. Ça veut dire, là, votre système vous dit que vous avez chargé 17 kW et en vérité, c'était 15, par exemple. Ce qui fait que, voilà, c'est mieux d'avoir un compteur MND, surtout si c'est avec un remboursement à la maison via le patron. Comme ça, au moins, vous donnez à votre patron une facture avec le courant le plus proche de la réalité, en fait. Quand on prend maintenant le système de gestion de recharge. Comme j'ai dit, ça, on a besoin dans les résidences. C'est en fait un contrôle de la consommation d'énergie. C'est toujours utile pour les bâtiments où on a une faible capacité et quand même beaucoup de points de charge. Les résidences, souvent, si on fait la demande chez le gestionnaire, ils nous disent, par exemple, voilà, vous avez 20 kW disponibles pour ce bâtiment. Et si on devrait maintenant installer 5 bornes, on devrait réduire la capacité sur 4 kW par borne pour ne pas dépasser les 20, ce qui n'est pas vraiment attractif pour personne de charger comme ça. Et c'est pour ça qu'on a une gestion de charge. Ça veut dire que ça, c'est en fait une composante qui va répartir en fait la capacité de façon intelligente entre les voitures. Ça veut dire sur les bornes, souvent, on peut par exemple dire, voilà, premier client ou premier propriétaire, il part à 8 heures du matin et le deuxième propriétaire, il part à 10 heures du matin, ça veut dire un peu plus tard. Comme ça, le système, il saura, OK, il y en a un qui part plus tard, comme ça, je vais donner au premier un peu plus pour que lui, il a assez d'autonomie pour partir. Et après, par la suite, quand lui, il est parti, je vais augmenter la charge chez le deuxième pour que lui, il soit aussi chargé pour 10 heures. Les différences, on a une fois la gestion de charge statique, ça veut dire là, on dit au système, voilà, il ne peut jamais dépasser les 50 kW, il va essayer de les répartir au mieux entre les voitures. Ou bien, on a aussi une gestion de charge dynamique, ça veut dire lui, il va mesurer
à chaque moment X combien de courant est là. Ça veut dire même si on a un peu plus que les 50 kW, alors il va les utiliser il va toujours utiliser le maximum pour donner aux voitures. Par exemple, si les résidents, pendant la journée, ils sont tous travaillés, il n'y a personne à la maison, il n'y a pas de consommation. Comme ça, il y a plus d'électricité qui peut être prise pour donner aux voitures. Ceci, on le voit aussi très bien ici dans le schéma. Ici, vous voyez statique, ça veut dire on dit un plafond qui ne va jamais être dépassé. Et ici, dynamique, vous allez avoir dans toute la journée un peu un schéma comme celui-ci. Ça veut dire ça va tout le temps varier en fait la capacité qui est là pour pouvoir prendre. Les solutions tuyaux. Ça veut dire au terme d'installation chez les gens privés, on propose des packs d'installation. Ça veut dire dans ce package, en fait, il y a intégré la bande de recharge, l'installation et aussi le home check. Dans l'installation ici, il y a déjà intégré 10 mètres de câbles d'alimentation, 10 mètres de câbles LAN, un perçage mural, des tubes PVC et fusibles et disjoncteurs, tout intégré dans ce même prix. Ça veut dire si votre borne elle est autour de 10 mètres de votre compteur, vous ne devrez normalement jamais dépasser ce prix ici qu'on annonce. On propose aussi 2 packs différents, ça veut dire une fois la SWIO Basic. Ceci, c'est une borne normale, ça veut dire aussi avec la subvention de 750 € de l'État, qui n'a en fait pas de fonctionnalité sauf le chargement en toute sécurité, ça veut dire aussi toutes les composantes de sécurité sont installées dedans. Et vous avez aussi pas un câble intégré, mais ici, comme vous voyez, la prise où vous pouvez mettre votre câble dedans. Puis, on a la SWIO Pro. Ça, c'est en fait un peu le high-end. Ça, c'est une borne aussi intelligente qui recevra alors 1 200 € de subvention étatique. Ou si on fait l'installation dans les résidences, ça veut dire plus que 4 bornes, vous recevrez alors 1 650 €. Celle-ci, elle est équipée d'un câble intégré de 5 mètres. Elle a le CPP 1.6. Vous pouvez vous autoriser via PIN ou RFID sur la borne. Vous avez aussi accès sur un interface web, ça veut dire avec l'ordinateur, vous pouvez aller voir les statistiques de votre borne. Elle a naturellement aussi le compteur MID qui est certifié. Sa connexion à Internet via RJ45 ou via carte SIM. Elle est aussi compatible avec les photovoltaïques, ça veut dire qu'elle peut faire une communication avec la photovoltaïque. Et elle est aussi conforme pour les résidences. Et en plus de ceci, on a aussi la fonction de stage, ça veut dire si maintenant le gestionnaire de réseau envoie le signal, elle va réduire sa puissance à 50% et dès que le signal il est relâché, elle va augmenter de nouveau à 100% de puissance. C'est pas qu'ici, vous pouvez les commander soit chez nos partenaires ou bien vous pouvez aussi sur suio.lu faire la demande pour un tel pack. Si vous faites maintenant une demande via suio.lu, comment est-ce que ça va fonctionner? Ça veut dire, vous faites votre demande. Chez nous, en interne, il y aura une création de votre dossier client. Et puis, il y aura, dans les 2 jours ouvrables, un agent SUIO qui va vous contacter pour la prise de rendez-vous pour déterminer un home check chez vous. Ça veut dire notre technicien vient sur place et il va faire la visite des lieux pour voir au niveau câblage ou percé si l'installation a un surcoût ou pas. Et aussi, lors de la visite des lieux, s'il y a maintenant qu'on a besoin de, par exemple, 15 mètres de câble au lieu de 10, le technicien va vous écrire ça en toute transparence sur la facture, ce que vous pouvez alors signer ou pas. Ça veut dire même aussi si maintenant on n'arrive pas à tenir le prix qu'on a communiqué et que vous dites, OK, c'est trop cher, je ne vais quand même pas faire l'installation, il n'y a pas de frais supplémentaires qui vous seront facturés par la suite pour le home check. Si vous quand même acceptez l'offre, alors nous, on va de notre côté faire la demande d'installation de la borne auprès du gestionnaire de réseau. Et puis, après qu'on a reçu la confirmation du gestionnaire, ce qui prend toujours 1 semaine, 1 à 2 semaines, il y aura un agent qui va vous recontacter pour déterminer la date de l'installation. Bon. Puis, logiquement, on a l'installation de la borne et vous allez alors recevoir votre facture.
Après le paiement de la facture, vous allez recevoir de nous tous les documents que vous avez besoin pour faire votre demande chez l'État pour la subvention, déjà préinscrits. Comme ça, vous avez juste besoin de les signer et de les envoyer à l'État. Et aussi, en plus, vous allez avoir de nous recevoir une vidéo d'environ 9 à 10 minutes qui explique encore une fois toutes les fonctionnalités de la bande et comment les utiliser. Pour la carte de recharge, voilà, comme déjà dit, Suo propose aussi des cartes de charge avec lesquelles vous pouvez charger sur les bandes publiques. Notre carte, elle fonctionne au Luxembourg et à travers de l'Europe. Vous avez aussi l'accès à plus de 250 000 points de charge en Europe, toujours à réseau croissant parce qu'il y a tous les jours des nouveaux bandes qui sont accessibles au public. Ici, chez cette carte, vous pouvez la commander, voilà, soit en format comme carte crédit ou bien comme batch que vous pouvez mettre sur votre porte-clés. Et vous n'aurez pas d'abonnement à payer lors de votre inscription si vous faites si vous, ouais, vous êtes client avec votre mode de paiement, c'est-à-dire que vous n'avez pas des frais mensuels ou frais d'abonnement. La carte de recharge, elle fonctionne aussi avec l'application Suo Charge. Ça veut dire qu'on a aussi notre propre app que vous pouvez scanner, par exemple, ici en bas à droite pour avoir l'accès dessus, où vous voyez alors tous les points de charge accessibles avec la carte. Vous trouverez aussi tous les prix sur chaque borne et vous pouvez même démarrer la recharge avec votre téléphone pour charger sur les points publics. Ça, c'est juste en sélectionnant alors votre point de charge. Voilà. On serait alors aussi arrivé vers la fin de ce webinaire pour les explications. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les introduire dans le chat et puis on va répondre à ceci. Alors, je commence peut-être une fois en haut. Alors, il y a la question si l'enregistrement de la conférence sera aussi accessible sur site ou dans YouTube. De toute façon, par la suite de ce webinaire, on va vous envoyer un email où vous allez avoir encore une fois toute cette présentation que vous pouvez encore une fois revoir et aussi toutes les informations nécessaires, comme par exemple où commander la borne ou aussi notre flyer ou le mode d'emploi de la carte de recharge. Il sera mis avec dans l'annexe. Puis, oui. Voilà, aussi l'autre question, les subsides de la commune sont pour les particuliers ou également pour les entreprises. Les subsides de commune sont uniquement pour les gens privés, ça veut dire soit en maison unifamiliale ou soit habitant dans une résidence, mais par exemple un syndic n'a pas le droit ou une entreprise d'une commune n'a pas le droit de demander les subsides. Les bandes CIO, ça c'est une bonne question. Les bandes CIO sont-elles accessibles uniquement via la carte CIO? Non, ça veut dire tout notre réseau de bornes est vraiment accessible au public, à tout le monde. Ça veut dire vous pouvez aussi aller avec une carte Blocksurfing ou ChargeMap. Tout ce qui existe, elles sont accessibles. Mais naturellement aussi, vous risquez peut-être, si vous prenez la carte CIO, de profiter des actions futures sur les bandes CIO. Est-ce que ce sont des superchargeurs sur Luxembourg? Je suppose c'est pour les bandes CIO. Oui, on a dans le réseau CIO, on a en tout 4 points de charge, que ce sont vraiment des superchargeurs, ça veut dire des capacités de charge au-dessus de 180 kW. On a aussi la plupart de nos bandes sont quand même des chargeurs qui permettent de charger 50 kW en courant continu et 22 kW en courant alternatif. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois que non.
En tout cas, si vous avez encore des questions par la suite, n'hésitez pas à nous écrire via info@suo.lu. Je répondrai volontiers à vos questions. Ah, il y a encore. Le remboursement des chargements électriques à domicile sont-ils remboursables par l'employeur? L'acceptation fiscale de l'administration des contributions est-elle validée? Exact. Alors, ça, c'est pour faire le remboursement à la maison via l'employeur. C'est pour ça que, premièrement, la borne, elle a besoin de l'OCPP 1.6. Et je pense aussi que le compteur MID certifié jouera aussi un rôle dans le proche futur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui sera important pour l'employeur. Et oui, on pourra le faire. Ça veut dire via l'OCPP 1.6, on va alors l'intégrer dans une plateforme avec un système de facturation dont vous vous faites alors rembourser automatiquement via votre employeur. Au niveau fiscal, pour le Luxembourg, en tout cas, vous pouvez avoir un revenu de jusqu'à 500 € qui n'a pas besoin d'être déclaré. Ça veut dire aussi, voilà, charger pour 500 € à la maison, c'est beaucoup de kilowatts. Voilà. Les installations pour l'étranger, exact, ça c'est un point que j'avais pas dit. Avec Suyo, maintenant, dans les prochains, on est en train de mettre en live notre pack d'installation aussi pour l'étranger. Ça veut dire dans 2-3 semaines, on va communiquer sur ceci. Ça veut dire il sera possible aussi de commander via nous votre installation de votre borne en France, Belgique et en Allemagne, où on a aussi quand même un certain rayon jusqu'où on peut aller. Ça veut dire tout ce qui est frontalier, on peut assurer une installation sans problème. Les copropriétés dans les résidences peuvent-elles refuser l'installation de bornes? Malheureusement, oui. Pour le moment, si vous voulez faire une installation dans une résidence, il faut toujours passer par la copropriété et avoir l'accord de celle-ci. Si elle est refusée, pour le moment, malheureusement, vous ou nous, on n'a pas le droit d'installer. Mais là, j'ai aussi entendu qu'il y a des règlements qui sont en cours de route pour faciliter quand même l'installation dans les résidences. Est-ce que vos prix clients TTC dessus sont avec vous? Oui, alors nos prix TTC sont sans la prime. Ça veut dire 3050 € par exemple. Là, il faut encore déduire les 1200 €, ce qui vous fait alors le prix final 1800 € que vous payerez pour une CIO Pro. C'est possible de payer aux banques directes en monnaie ou en espèces. Oui, c'est possible de payer directement aux banques. Par contre, pas en monnaie ou espèces. Ça veut dire, sur nos bandes qui sont dans le réseau, par exemple, vous avez un code QR qui est dessus. Ça veut dire même si vous n'avez pas de carte de recharge ou pas la bonne, vous pouvez encore toujours scanner le code QR qui vous redirige vers un site où vous pouvez alors entrer votre donnée carte Visa et vous pouvez alors lancer le paiement via le site en fait ou via le téléphone. Les bandes sont aussi offertes en leasing. Oui, nos bandes sont aussi offertes en leasing. Par contre, là, il faut passer par notre partenaire Losch Volkswagen Services qui propose aussi les voitures en leasing. Mais naturellement, on est aussi avec d'autres firmes de leasing. On est en train d'élaborer pour proposer ce service. Et si quelqu'un n'a pas d'Internet GSM, oui, alors ça commence à devenir compliqué. Je pense même pas qu'il trouvera peut-être alors la bonne borne aussi. Voilà. Mais il y a aussi un règlement européen qui dit maintenant que tous les chargeurs rapides qui vont être installés au futur devront être équipés d'un lecteur de carte Visa minimum aussi. Ça veut dire ça, c'est encore alors la toute dernière solution qui sera aussi la plus chère, il faut dire, pour tout ce qui est chargement. Comme je dis, s'il y a aussi des participants frontaliers ici qui sont intéressés pour une borne, comme déjà dit, dans 2 semaines, on va lancer. Vous pouvez volontiers déjà commander maintenant et puis on va voir pour faire votre installation prochainement. S'il y a, s'il y a sinon plus de questions,
On terminerait alors le webinaire. J'espère que tout le monde a déjà mangé ou va manger. En tout cas, ceux qui vont manger, je souhaite un bon appétit. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, de nous contacter via info@svio en cas de questions. Merci beaucoup et bonne journée.